Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je m'appelle Marie. Je suis développeuse Android iOS, tout juste sortie d'alternance. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'accessibilité cognitive dans les applications mobiles et comment on peut simplifier l'expérience utilisateur pour rendre une application accessible à tout le monde. Hop. Donc moi, avant d'être développeuse, j'étais professeure de français. Quand j'étais prof de français, j'ai eu l'occasion de donner des cours de français langue étrangère à des personnes nouvellement arrivées en France. Et, pardon, je suis un petit peu stressée. Et du coup, je me suis vite rendu compte que les mots tout seuls, c'était vite compliqué. Et que ces personnes qui apprenaient une nouvelle langue qui n'était pas la leur, elles avaient besoin de visuels, de simplicité pour comprendre ce qu'on était en train de faire. Et je me suis mis vite à faire des dessins, même si je dessine très très mal. Et du coup, ça a permis de simplifier la communication entre nous. Et en devenant développeuse mobile, j'ai réalisé que la problématique, ça déplaçait vraiment celle de l'apprentissage de la langue et que ça allait aussi sur la problématique des applications qui peuvent vite devenir inutilisables pour une partie des utilisateurs si elle n'est pas conçue de manière accessible. Pardon, je me trompe de sens. Donc c'est vrai que quand on pense accessibilité, on va beaucoup penser accessibilité visuelle, motrice, auditive, mais on ne pense pas tout le temps au cerveau. Donc pour commencer, quelques petits chiffres très rapides. On distingue les handicaps visibles et invisibles. Comme vous pouvez le voir, les handicaps invisibles, ça représente une grosse partie des handicaps. Et en France, on a 12 millions de Français qui sont aujourd'hui en situation de handicap. Ce qui fait qu'on a 80% de handicap de personnes en situation de handicap avec un handicap invisible survenu à l'âge adulte ou jeune adulte. Ça fait quand même beaucoup de handicaps invisibles. En sachant que dans les handicaps invisibles, il y a des handicaps comme l'endométriose par exemple, et les handicaps mentaux, cognitifs, psychiques. On a aussi 16% des Français qui sont donc touchés par une situation de handicap mental, psychique ou cognitif. Ça fait quand même une bonne partie, enfin une partie non négligeable de la population. Et du coup, mes sources viennent du ministère de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière le mot cognitif? Qu'est-ce que ces handicaps viennent toucher? Donc, on va parler des fonctions cognitives. Dans les fonctions cognitives, il y a la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention, et voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, pardon, j'ai passé un peu vite. Et donc c'est tout ça que les handicaps cognitifs viennent toucher quand on parle d'accessibilité. Donc c'est vraiment, en fait, c'est plein de fonctions auxquelles on doit réfléchir quand on pense une app. Je fais un tout petit aparté sur c'est quoi un handicap psychique, c'est quoi un handicap mental, c'est quoi un handicap cognitif, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et après, je parlerai en globalité de handicap cognitif pour désigner les trois. Alors, un handicap psychique, c'est un handicap qui est la conséquence de maladies mentales et qui amène des difficultés de concentration. Et en fait, ça amène une grande variabilité dans la possibilité d'utiliser ses capacités, alors que la personne elle garde ses facultés intellectuelles. Par exemple, le burn-out, où on peut avoir des difficultés de traiter trop d'informations en même temps à cause d'une grande fatigue mentale. On a aussi le handicap mental qui, lui, du coup, amène une déficience intellectuelle et une altération de l'ensemble des fonctions cognitives, comme par exemple la trisomie 21, où on va avoir une difficulté à traiter des informations trop complexes. Et enfin, le handicap cognitif, qui, lui, va toucher seulement certaines fonctions cognitives avec aucune réduction du niveau intellectuel global. Par exemple, le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, TDAH, où on se retrouve facilement distrait par une interface trop chargée, trop de stimulation en même temps. Hop. Donc en bref, un handicap cognitif, c'est tout ce qui rend difficile la compréhension, la mémorisation ou la prise de décision dans une interface. Et il y a beaucoup de handicaps cognitifs, j'en ai cité 3 tout à l'heure, mais il y a aussi tous les troubles 10, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie,
la dyspraxie, l'autisme, la déficience intellectuelle, la fatigue cognitive. Il y a vraiment plein de handicaps possibles. Là, vous voyez, j'ai fait un screen de Temu. Et alors moi, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup trop d'informations en même temps. Là, je ne sais pas où poser les yeux, il y a trop de couleurs, trop d'images, trop d'actions possibles. Et on se perd tout de suite. Alors sachez que le bikini brésilien, c'est leur placeholder, c'est pas ma recherche. Je précise, parce que ils sont à l'aise avec les placeholders, ouais. Et voilà, ça, en fait, ça amène beaucoup de fatigue. Et moi, je vois une appli comme ça, j'ai juste envie de la refermer. Hein. J'ai pas du tout envie d'aller pousser dedans parce qu'il y a trop de trucs et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Enfin, ça guide pas du tout l'utilisateur. Donc, dans les fondamentaux, l'accessibilité cognitive, j'ai pas du tout lancé mon timer, du coup, je sais pas du tout où j'en suis. Donc, on a 5 principes clés. La première, le premier, c'est la clarté visuelle, où c'est important d'avoir une hiérarchie de l'information bien identifiée avec de l'espacement pour que ça soit aéré. Ensuite, on a la simplicité linguistique, où on va aller chercher des phrases courtes, des mots simples, pas d'acronymes, pas d'abréviation, pas de jargon technique, enfin le moins possible, ou alors avec des liens qui expliquent ce qu'on va dire par là. Vraiment le langage le plus simple possible. La prévisibilité, ne pas surprendre l'utilisateur. Je vais revenir un peu dessus à travers des exemples concrets après. L'adaptabilité, où il faut garder une forme de logique, une information claire pour l'utilisateur, pour le guider dans ce qu'il doit faire ou ce qu'il a sous les yeux. Si je vais un peu vite, je suis désolée parce qu'il y a 20 minutes, je vous mettrai les slides en dispo après, donc n'hésitez pas et je vous laisserai mon mail aussi si jamais vous voulez échanger à la fin. Et enfin, la multimodalité, où on peut avoir un texte appuyé par une image ou un son qui disent la même chose. Attention, pas des trucs qui vont dire des choses différentes, parce que sinon ça fait deux tâches en même temps, et en niveau de concentration, c'est compliqué. Hop, alors, j'ai fait 2 petites captures vidéo d'écran de 2 applications de Drive différentes pour vous montrer des différences en termes de construction pour l'accessibilité. La première, c'est Leclerc Drive, où là, moi, je veux faire mes courses. Donc, ok, je saisis mon code postal pour me dire, bah voilà, je vais faire mes courses pas trop loin de chez moi. Bim, je choisis un magasin. Je vais commencer mes courses. Alors, je crois que je reviens en arrière parce que j'avais trouvé un bug que j'ai pas réussi à refaire. Du coup, voilà. Et donc là, je me dis, ok, il me demande si j'ai une carte Leclerc. Non, j'en ai pas. Et bah, en fait, non, je vais pas faire mes courses. Je vais créer mon compte. Du coup, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit que j'allais faire. Et là, on a un formulaire long comme le bras avec 15 000 trucs à faire, des textes partout. Et du coup, ça, c'est pas du tout accessible. En termes en plus de contraste, c'est pas GG. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui était un peu... mon expérience était là en mode, bah, j'ai pas trop envie de faire mes cours chez eux. Après ça, j'ai fait un test sur l'application de U. Un petit peu mieux déjà, vous allez voir, même si c'est pas parfait. Où là, alors j'ai pas eu le début, mais en fait, on a en haut de U, on a je crée mon compte, je m'identifie. Et donc moi j'ai créé, je crée mon compte, et du coup, on sait qu'on va créer son compte quand on arrive sur le formulaire. Et vous voyez, déjà, on voit qu'il est découpé en plusieurs étapes. La première, c'est mail, mot de passe. Voilà, il n'y a pas 40 000 trucs à faire. C'est clairement indiqué ce qu'il faut pour refaire le mot de passe de manière un peu plus moins mûre que tout à l'heure. Voilà. Le temps que ça charge. Là, l'étape, j'ai pas de carte. Je suis allée jusqu'au bout du process pour montrer les différentes étapes et montrer comme c'était découpé de manière claire et qu'on savait où on allait. Enfin, voilà. Là, on est sur la civilité, on a les différents champs à remplir avec les labels, les placeholders, les labels qui restent quand les placeholders disparaissent. Donc, on sait toujours ce qu'on doit écrire même quand le placeholder s'est enlevé. Juste petit point, petit bémol, il n'y a pas de focus. Genre, le numéro de téléphone, il se met pas au-dessus du clavier, donc c'est pas hyper pratique. Donc, petit problème de focus de leur part. Et une fois qu'on valide, je ne sais plus sur quoi on arrive, ah oui, le choix du magasin. Là, c'est pareil, les consignes sont claires. Au niveau des boutons, on sait ce qu'on doit faire. C'est marqué choisir ce magasin ou on va chercher un autre magasin. C'est pas juste valider ou OK. Et puis, on termine avec un récap et puis voilà, un retour sur ce qu'on vient de faire et ce qu'on va avoir à faire après. Vous voyez, l'information est claire, elle est découpée. C'est pas tout en même temps, c'est l'une après l'autre. Donc, on a le temps de traiter l'information et d'y aller à notre rythme. Hop, c'est que j'ai ça dans les mains. Pardon, je me suis trompée de sens encore, voilà.
Donc concrètement, vous allez voir, j'ai fait plein de petits schémas. Un design, donc pour le design, on va chercher des interfaces plus compréhensibles, donc vraiment claires. En termes de surcharge cognitive, comme on pense à Temu tout à l'heure. J'ai fait un formulaire lambda avec différents blocs. Donc, on voit que l'idée, c'est de diviser les tâches complexes en étapes progressives, comme je disais juste avant, avec l'étape de U. Un formulaire, voilà, vous voyez, on a 5 étapes. On sait que le premier, on va avoir des mails, mots de passe, sa localisation, puis un récap. On sait à quoi s'en tenir, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Donc déjà, ça permet d'y aller pas à pas. Ensuite, on évite les timers imposés, parce que ça, pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, c'est un enfer. ça veut dire qu'il faut se stresser à finir dans les temps, et puis si on part sur autre chose et qu'on a oublié un moment, le timer est passé, il faut recommencer, et du coup ça peut être vite décourageant. Ou alors on laisse vraiment du temps, mais si on peut éviter, c'est encore mieux. On va vers une interface la plus claire possible, avec les informations essentielles, pas de surplus s'il n'y a pas besoin. Et de manière générale, ça sera épuré, ça sera plus agréable à l'œil. Et enfin, ce qui est pas mal dans les formulaires comme ça, c'est de permettre un enregistrement du formulaire en local, si on ne peut pas le finir sur le moment, qu'on puisse y revenir plus tard, sans avoir perdu toutes les informations qu'on a déjà rentrées. Parce que ça, c'est pareil, ça peut être vite décourageant. Ou des personnes qui ont des problèmes de la mémoire, par exemple. Ensuite, en termes de hiérarchisation de l'information, alors... J'ai gardé le même écran, mais vous voyez, on va vraiment chercher à mettre des titres et des sous-titres pour structurer le contenu. Moi, j'ai mis des labels et des placeholders, et comme je disais tout à l'heure, c'est important que les labels ils restent en place une fois quand le placeholder lui s'enlève. On met en avant l'élément clé de chaque écran, donc là, on sait qu'on va être sur les informations personnelles, la civilité. Et on fait des groupements visuels des éléments liés. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai ma barre de progression avec l'étape où on en est. Ensuite, j'ai mon bloc de formulaire. Et après, j'ai mes boutons. C'est identifié avec de l'espacement qui permet de voir où sont les différentes choses. On va aller chercher à faire des choses simples et lisibles. Donc on évite les gros murs de texte comme le truc de Leclerc tout à l'heure. On va sur des phrases courtes, un langage clair. Vous voyez, pour les règles de mots de passe, j'ai fait des trucs qui tiennent en une ligne. Il n'y a pas besoin de faire des explications de 3 km de long. Il faut que ça soit le plus clair possible, facilement. On va chercher un contraste suffisant, parce que ça, c'est pas que pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Le contraste, c'est aussi pour les personnes qui peuvent passer à côté de l'information, si c'est pas, enfin, de manière pour générale, pour tout le monde en fait. Si le contraste il est pas assez là, on peut vite passer à côté d'un petit texte en disant ah mince, je l'avais pas vu. Et on va chercher des typographies lisibles pour les personnes dyslexiques, donc Luciole, Open10, c'est vraiment les 2 polices qui sont recommandées et qui ne sont pas désagréables à lire pour tout le monde en fait. Et puis après, vous allez sur du Roboto, on sera des polices sans sérif de préférence. La gestion du clavier. On va pouvoir avoir une aide automatique à la saisie. Sur Compose, on a un content type dans les text fields, dans le modifier, j'ai mis un petit extrait, voilà, qui va permettre de dire quel type de content on va vouloir avoir, ce qui permet que le clavier, s'il y a des données pertinentes en mémoire qui sont enregistrées, va suggérer des mots à écrire. Et ça peut vraiment aider les personnes qui ont besoin d'être guidées, enfin, voilà, d'avoir des suggestions pertinentes. Parce que voilà, si un nom il met des noms de villes, du coup ça va pas être ce que je cherche. Et ensuite, un type de clavier lié au champ demandé. Là par exemple, numéro de téléphone, ça sert à rien d'avoir les lettres, on va mettre un clavier numérique. La prévisibilité et la constance, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les principes clés. Si vous avez une application bancaire, par exemple, avec un menu qui change à chaque mise à jour, l'utilisateur qui a des difficultés d'accessibilité cognitive, il va être vite perdu. Alors que si vous gardez un menu qui est cohérent, où les choses ne bougent pas trop à chaque mise à jour, c'est quand même plus simple. Donc, c'est pas mal de garder une structure similaire d'un écran à un autre, pour ne pas perdre l'utilisateur dans l'application, une cohérence de manière générale dans le design de l'app. On va utiliser des icônes qui sont universellement reconnues, ça c'est super important.
Tout à l'heure, vous voyez ce que je disais sur les différentes icônes utilisées pour l'étape, mais on sait à quoi ça fait référence. Genre les favoris, on va mettre un petit cœur ou une étoile parce qu'on sait que ça a un lien en favoris. Ou une étoile avec l'évaluation. Vous voyez, une étoile, ça peut avoir deux significations déjà. Alors que le cœur, on sait qu'on est plutôt sur quelque chose de favori. Donc réfléchir à ce qui reste. On évite les changements d'interface brusques. Parce que ça peut déstabiliser les personnes, par exemple les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Et enfin, on va aller chercher des labels qui font du sens, c'est-à-dire que on va mettre en place des placeholders qui sont cohérents et compréhensibles sur ce qui est attendu. Par exemple, là, si on avait, à la place de voir autour de moi, on avait où je suis, ou chercher sur la carte, ça serait un petit peu moins... on sait pas que c'est autour de ma position qu'on va chercher où je suis. Alors que voir autour de moi, a priori, on sait qu'on est dans un périmètre autour de là où on est. Et par exemple, c'est ici une localisation, si on avait juste localisation, c'est pas évident que c'est à nous d'écrire la localisation. Tout pareil, hop, ah oui, ce que je disais, bon, je l'ai dit plein de fois, mais le label du champ visible, mais une fois le champ rempli, là, on peut imaginer que le label, il va venir s'insérer sur la ligne du text field. Et enfin, du coup, la signification implicite des boutons, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, par exemple, trouver un hôtel plutôt que valider, c'est plus explicite et on sait davantage ce qu'on va faire comme action en cliquant sur ce bouton. Alors, outils ressources pour tester l'accessibilité cognitive. Alors, en termes d'outils, il n'y a pas grand-chose. Les simulateurs sont quasi inexistants. Et en plus, c'est pas génial parce que j'ai lu un article sur Access 42 qui est assez intéressant si vous jamais voulez aller le lire. C'est assez controversé l'utilisation de simulateurs parce que c'est assez factice le vécu que ça permet d'avoir. Et puis, ça permet pas vraiment de se mettre à la place d'une personne qui est en situation de handicap. Donc le mieux dans tout ça, c'est d'aller chercher les personnes qui sont en situation de handicap et de recueillir leur retour, donc de faire des tests utilisateurs pertinents par rapport à ce qu'on cherche à avoir en retour, d'observer ce qui bloque et puis adapter son app en conséquence. Et puis, c'est se former les équipes pour que tout le monde soit sensibilisé et formé à l'accessibilité. C'est quand même vachement plus facile de travailler après dessus et de l'intégrer dans les processus de manière beaucoup plus naturelle. Et donc l'accessibilité, c'est un processus continu. Parce qu'en fait, si on passe en premier, on va l'intégrer dès la phase de design du XUI et ça va permettre derrière de ne pas forcément revenir dessus parce qu'on a oublié de rendre accessible tel ou tel champ, machin. Donc si on le met dans le processus de développement de l'application et des features, en fait, ça va vraiment, et puis ça va faciliter l'expérience utilisateur de manière globale en fait, pas juste pour les personnes qui ont un souci d'accessibilité. J'essaye de me dépêcher pour être dans les temps. L'intégrer dans le definition of done des tickets, et ça dès la phase de design. Créer un rôle, pourquoi pas, d'accessibility manager qui peut chapeauter un peu ce truc-là sur le développement des features et puis qui soit un rôle tournant, ce qui vient être intéressant quand on va former ses équipes. Et puis collaborer avec des experts en accessibilité qui peuvent venir faire des audits, donner des conseils, etc. Et voilà, et puis évidemment prendre les retours utilisateurs quand il y en a pour faire évoluer l'application. Voilà, en conclusion, quand on véhicule l'idée qu'on travaille avec une expérience utilisateur par le prisme de l'accessibilité, il y a des choses qui sont d'autant plus flagrantes, et quand on prend en compte ces problématiques, en fait, ça aide à mettre en évidence les failles de l'expérience utilisateur de manière globale, et ça va être bénéfique pour tout le monde. Ce que je disais juste avant. Voilà, je pense qu'on est arrivé, oui, c'est plutôt bien sur le temps. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. J'ai mis, ça c'est les QR codes pour Open Feedback, mais vous l'avez sur l'application d'Android Maker. C'est la première fois que je donne le talk, donc n'hésitez pas. Moi, je suis preneuse de vos retours pour améliorer le truc. Et puis, je mets mon mail aussi si jamais vous voulez le prendre pour échanger ou avoir les slides, voilà. Et je me suis permis, j'ai mis mon LinkedIn parce que, comme je te disais, je sors d'alternance et là, je cherche une entreprise actuellement. Donc, voilà. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. Pour le talk. Est-ce que tu as déjà essayé de faire tester des interfaces par des IA ?
Je pense à l'interface de Temu par exemple tout à l'heure. Est-ce que si tu donnes ça à une IA en disant est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu donnerais comme piste pour réduire la fatigue cognitive de cette interface? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté? Non, c'est vrai que j'ai pas testé encore de soumettre l'image à une IA. C'est pas une mauvaise idée. Je pense que je vais voir pour voir les retours qu'on peut avoir si c'est cohérent et pertinent. C'est une bonne idée. Je note. J'imagine que c'est mieux de le faire par une vraie personne Oui. qui a un handicap, mais ça peut peut-être déjà donner Mais des ça pistes. peut donner des pistes de réflexion en tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce talk. J'ai une question. Que penses-tu des interfaces qui en fait recueillent une information par écran plutôt que d'avoir en fait un écran avec un formulaire avec plusieurs champs, un écran pour dire non, un écran pour dire prénom, etc., etc. Je ne sais pas trop, parce que effectivement ça vient découper l'information. Maintenant, s'il y a trop d'écrans, ça va vite être décourageant aussi. Et je pense qu'il faut rester cohérent sur ce qu'on va demander et du coup faire un bloc nom, prénom, numéro de téléphone par exemple. Ça reste cohérent parce qu'on est sur l'identité de la personne. Et du coup, faire des blocs par thème, c'est quelque chose qui va, à mon avis, accrocher davantage l'utilisateur plutôt que s'il voit qu'il faut faire un écran nom, un écran prénom, un écran l'âge, un écran. Enfin, en fait, on n'en finit pas et ça va être super long et ça ne sera pas mieux. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, il y a d'autres réponses qui seront sans doute bien aussi, mais voilà. Merci. Tout d'abord, merci pour la présentation. Et j'avais une petite question pour le dark mode, parce que j'ai vu que tu n'en avais pas trop parlé. Est-ce que tu recommandes son utilisation ou pas? Alors moi, je l'utilise tout le temps. Je suis TDAH et je l'utilise tout le temps parce que ça me pète les yeux quand je suis en light mode. J'aime pas ça. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment d'aller travailler sur les contrastes dans ces cas-là pour vraiment que l'information elle ressorte. Garder cette idée d'épuré, d'espace. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient que ce soit en dark mode si on respecte bien les recommandations d'espacement, de ratio, contraste, etc. Voilà. Après, ça peut être à creuser. Je pense que ça dépend peut-être aussi des handicaps. Mais donner la possibilité, dans tous les cas, de pouvoir faire du light ou du dark, je pense que c'est une bonne chose. Merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce qu'il peut y avoir une dimension culturelle à l'accessibilité? Je me demandais par rapport à cet aspect d'espace, d'épuration, c'est pas toujours le cas selon les cultures. Peut-être il y a des codes différents qui peut-être du coup demandent des solutions peut-être différentes aux problèmes cognitifs que certaines personnes peuvent rencontrer. Alors c'est sûr que selon les pays, les régions du monde, je pense qu'on ne voit pas la mise en place des écrans de la même manière. Maintenant, le handicap reste une maladie et pour le coup, lui, c'est pas culturel, c'est quelque chose qui va être une personne atteinte de trisomie, elle aura les mêmes problématiques qu'elle soit en Amérique, en France, au Japon, et du coup, elle va avoir besoin de cette même simplification de l'usage si elle veut réussir à utiliser l'app de manière plus intuitive. Mais après, je pense que ça dépend des handicaps pour le coup. Merci pour la présentation. T'as pas parlé des content description. Je voulais savoir si tu trouvais ça pertinent ou pas en fait. Alors oui, ça l'est. J'en ai pas parlé parce que c'est davantage pour les lecteurs d'écran et donc les problématiques de déficience visuelle et on n'est pas dans le cadre du handicap cognitif. Mais oui, c'est pertinent dans l'accessibilité de manière générale pour les personnes qui ont un besoin d'un lecteur d'écran parce que en fait, si tu mets nul dans ton content description, c'est que ton image ou ton icône, elle est juste là en décorative et donc le lecteur d'écran, il va skip. Alors que si il faut mettre une description là où c'est important parce que la personne n'aura pas l'information autrement. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé là parce que ça touchait pas directement l'accessibilité cognitive.